Hey Jeff, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Yes. Ah, une bonne bière sans problème. Oh oui. Fait que, Un beau projet qu'on vient de terminer. très beau projet. Dans le fond, je t'ai invité ici, là, je voulais qu'on fasse un petit post-mortem. Le but, là, c'était vraiment de voir c'est où qu'on peut s'améliorer, comment qu'on peut amener plus de valeur chez nos clients. Puis, je tiens aussi à savoir comment mes employés se sentent quand ils développent un projet comme ça. Ouais, en tout cas, au début d'un projet, quand que je commence, on dirait que c'est tout le temps la même chose. On parle un langage que le monde ne connaisse pas. Puis là, on leur donne de la formation. Puis même dans les ateliers, des fois, ça me fait toujours penser à un show de Dominique Paquette. C'est quand il parle des mots de la semaine. L'as-tu déjà vu, toi? Ah oui, je l'ai déjà vu, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Fait que, on va l'écouter, ça dure 2-3 minutes, là, puis on va faire l'analogie après. Vous allez voir comment on se sent quand on fait des ateliers RCM. Exactement. Salut, gang! Ah, merci d'être là, gang. Merci d'être là. Gang, si je suis ici aujourd'hui, gang, c'est pour venir vous parler d'un système que j'ai inventé. Puis je pense que vous allez aimer ça. En tout cas, tous les villages que j'ai faits hier, eux autres, ils ont tous capoté barrette. Fait que je pense que vous allez aimer ça, OK? Gang, comme vous savez, gang, de nos jours, tout ce qu'on a comme système de jour, c'est un système de jour, justement, hein? Tu sais, on a aujourd'hui, demain, après-demain, hier, puis avant-hier, tu sais? Moi, ce que je vous amène ici aujourd'hui, gang, ça va être un système de semaine puis de mois. On comprend rien! Oui, non, attends, on va te l'expliquer. OK? OK. Fait que comme je disais, ça va être un système de semaine puis de mois. Et ça, là, une semaine, là, en tout cas, ça va être une semaine, là. Une semaine, là, ça va regrouper 7 jours. OK? Fait que dans une semaine, il va y avoir 7 jours. Pourquoi pas 10? Hein? Pourquoi pas 10? 10, ça ferait un chiffre rond. Parce qu'il y en a 7. OK? OK. Fait qu'on va en avoir 7. OK? Ces 7 jours-là, là, ils vont tous avoir des noms. Ça va être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Comment mardi? Hein? Comment mardi? De quoi tu parles? Ah, mais si, ça va être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça pourrait tout finir par dire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mardi. Parce que c'est dimanche, comme ta gueule! Fait que, ces semaines-là, là, ils vont toutes être dans des mois, OK? Dans un mois, il va y avoir 4 semaines plus une coupe de jours de même. On comprend rien. On va-tu pouvoir garder nos vaches? OK. Je vais te dire, des fois, je me sens de même quand je fais un atelier, là, puis des fois, je me dis, t'es perdras pas, tes vaches. Tu sais, garde ça pour moi. Ah, je comprends ça. Y en a-tu qui ont déjà fait des Amdec? Oui? Comment vous trouvez ça? Ça ressemble à ça, hein? Mais de toute façon, là, ce que je voulais en venir, c'est que un Amdec, c'est quand même un très bon outil pour développer un plan d'entretien. Ouais, puis tu penses-tu que tout le monde sait c'est quoi après un plan d'entretien? J'espère, là, on est à Maintenance Québec quand même, là. Quoi, on est à Maintenance Québec? Je pensais qu'on était au bord en train de faire un wrap-up, man. Bon, fait que je voulais savoir, premièrement, est-ce que tout le monde sait c'est quoi un plan d'entretien? C'est quoi la définition d'un plan d'entretien? Fait que je vais me promener un peu, là. Tout le monde est de maintenance ici? Levez la main ceux qui font partie de la maintenance. On est à Maintenance Québec. Hey, je vais te demander, c'est quoi pour toi un plan d'entretien? Ben, c'est comme un programme qui va contenir ce qu'on veut faire pour entretenir nos équipements. Parfait, ça. Puis c'est quoi qu'on retrouve dans des plans d'entretien? Fait que, dans le fond, ce qu'on est en train de discuter, là, c'est que c'est l'ensemble des activités servant à maintenir les actifs d'une entreprise. Tu s'entend là-dessus?
même si ce n'est pas au mot près, là, ça ne dérange pas. Un plan d'entretien, on le définit. Puis une fois qu'il est défini, ben, en quoi ça consiste? C'est beaucoup qui, quoi, où, quand, puis comment. C'est quoi qui manque là-dedans? Je vais retourner consulter des gens. Y a-t-il des gens qui connaissent le QQOQCP? C'est quoi qui manquerait pour toi? Très bonne question. Oh, on a un expert maintenant. On l'a dit. Pourquoi? Pourquoi? Ouais, c'est beau, Étienne. Donc, effectivement, pour nous, le pourquoi, c'est ultra important. Pourquoi? Ben, quand on amène un plan d'entretien à un mécanicien, un opérateur ou même à un électricien, ben, on se rend compte que dire le pourquoi, ça fait que les gens sont beaucoup plus impliqués puis ils se l'approprient. Fait que tantôt, on a entendu beaucoup là, durant la conférence que impliquer les gens, c'est important, mais aussi amener les gens à comprendre le sens puis le pourquoi qu'on fait ça, c'est d'autant plus important. Donc, je me présente, Jean-François Tremblay, président fondateur de Visory. Dans le fond, de formation, je suis ingénieur électrique, puis je suis senior plus en tout ce qui est équipement fixe, plus électrique, puis avec les dernières années, j'ai pu développer beaucoup le côté mécanique. Salut, moi c'est Vincent Badard. Ça fait une quinzaine d'années que je suis fiabiliste, autant dans les véhicules mobiles que dans la machinerie fixe. Ça fait 2 ans que j'étais avec Visory, puis j'aime bien travailler avec Jeff. Donc, aujourd'hui, là, on vient vous montrer comment on a transformé le préventif en résultat concret chez un de nos clients. Puis, Visory, c'est quoi? C'est une firme de consultation là, qui implante puis qui supporte les entreprises à implanter l'excellence opérationnelle, surtout en implantant là, la pyramide de la fiabilité qui est très connue là, à travers le secteur. Donc, nous, notre but, là, c'est d'aider les entreprises. Puis aujourd'hui, on vous présente une méthodologie qu'on utilise. Puis le but, c'est qu'on puisse vous aider, qu'on soit chez vous ou non. On vous montre la méthodologie qu'on utilise. On l'a optimisée avec les années. Puis le but vraiment, là, c'est que tantôt, j'entendais des questions qui se posaient sur comment on établit la fréquence, etc. J'espère qu'on va pouvoir répondre à vos questions de ce côté-là. Donc, le programme d'aujourd'hui, on va présenter le mandat qu'on a effectué, bien évidemment. On va montrer les retombées économiques, là, plus ou moins. Les causes des échecs de l'AMDEC. Qu'est-ce qui amène un AMDEC à ne pas fonctionner, à ne pas être en mesure d'implanter un maximum d'actions? Comment adapter l'AMDEC à la réalité terrain? Puis une conclusion. Donc, présentation du mandat. On est très fiers chez Visory là, de vous présenter 6 mois intensifs d'études sur l'optimisation des tâches de maintenance. Le mandat, il visait d'optimiser les plans d'entretien puis d'optimiser la main-d'œuvre chez notre client. Grâce à cette méthodologie-là, qui est quand même extrêmement efficace, ben, le client nous a donné 3 autres mandats par la suite. Donc, les gains, optimisation de la main-d'œuvre, réduction des coûts de la maintenance, puis fiabilisation des équipements. Retombée économique du mandat, environ 3,5 millions, 9 460 tonnes. On est resté là, vraiment conservateur. Comment on a fait ces calculs-là? C'est qu'on s'est dit, OK, à travers l'analyse, on a identifié plusieurs modes de défaillance qui n'étaient pas présents dans le plan d'entretien. Est-ce que ces modes de défaillance-là avaient réellement des impacts? Donc, est-ce qu'on est capable de faire une corrélation entre les modes de défaillance et les bris qu'il y avait dans le système SAP, etc., puis qu'on voyait des ordres de travail sur ça? Puis on s'est dit, on va catcher 10% de ça pour être vraiment conservateur. Puis ça nous donnait ces chiffres-là. Donc, on a passé à travers 411 postes techniques. On a révisé un peu plus de 20 000 opérations de maintenance, ce qui a donné environ 2500 heures d'optimisation, ce qui représente à peu près 47 heures par semaine. Puis, on a fait plus de 300 rencontres et interventions, puis des éléments traités au total, c'était 2049 éléments. Au début, quand j'ai commencé ma carrière, je tripais bien raide à faire des AMDEC. Il y avait un spécialiste outside qui venait, puis là, la salle était patchée des dessins de la machine.
Il y avait des bonbons sur la table. Ça a duré une semaine. Au début, c'était vraiment le fun. Puis là, au milieu de la semaine, ça commençait à être épuisant. Puis à la fin de la semaine, on commence à être tanné. Un AMDEC, des fois, ça peut être long, ça peut être fastidieux. Puis nous autres, on a streamliné le processus pour optimiser le range time du gars aussi. Fait que, y en a-tu parmi vous qui ont fait des AMDEC puis qui trouvent que des fois, ça peut être trop long? Levez la main. Un peu plus haut, s'il te plaît. Donc, les causes d'échec de l'AMDEC, là, vraiment, des ateliers qui s'étalent sur plusieurs jours, manque de concentration, l'attention, l'engagement qui diminue, les surcharges d'informations, baisse de qualité des échanges, etc., analyse exhaustive, identification des modes de défaillance hypothétiques. Souvent, là, on est vraiment loin du terrain. Puis le but, là, c'est de se rapprocher le plus possible du terrain. Et au final, on se pète plein de cartoons, il y a plein de lignes qui sont faites, plein d'actions avec plein de personnes. Puis au final, il y a 5%, 7% des actions qui se font faire dans un AMDEC. Fait que, on va vous montrer un peu le processus qu'on a fait. Fait que, au début, avec le client, il nous a parlé de son objectif. Fait qu'on a fait le rappel de l'objectif à tous les employés. On s'est assuré qu'il y ait une vision puis qu'il y ait une mission décrite. Puis la vision et la mission n'étaient pas juste dites, étaient écrites, étaient affichées. Puis après ça, on établit un roadmap. Avec un roadmap, là, c'est aussi simple qu'une ligne, c'est rectiligne. Fait que comme quand on s'en va voir des employés, on leur montre voici les différentes étapes à laquelle on va passer. Puis en même temps, quand je m'en vais dans leur toolbox ou dans leur début de corps, je leur montre où qu'on est, où qu'on s'en va. Puis à chaque fois, je dis voici ce qu'on a fait, voici où ce qu'on est aujourd'hui. Puis en même temps, on avait fait un processus pour définir bien les rôles, les responsabilités, puis toutes les actions à laquelle qu'on allait passer au fur et à mesure. Fait que ça, c'est important au début, là, c'est bien comprendre le projet, le pourquoi, qu'il soit super bien mappé avec les rôles et responsabilités. Chacun sait c'est quoi qu'il va faire. Puis à chaque fois qu'on va rencontrer les gens, on leur montre où qu'on est dans notre processus. Donc, aussi important ici, là, la formation du personnel sur c'est quoi la courbe PF, les différents patrons. Puis il y a aussi plein d'études qui ont été faites par Chevron, par United Airlines, peu importe. On a ces données-là pour backer tout ce qu'on met en place avec les opérateurs, les mécaniciens ou les électriciens. Et c'est important aussi que, dès le début du projet, là, que chacune personne soit informée, soit formée pour parler tout le même langage. Parce que des fois, on va parler d'une défaillance. Pour un, c'est une chose. Pour un autre, c'est une autre chose. Fait que quand tout le monde parle le même langage, puis que le one-pager il est affiché dans la salle quand on fait l'analyse, c'est plus facile par la suite. Exact. Donc, voici les points là, de la méthodologie. Puis, on a divisé ça en 3 grosses parties. Là. Il y a la partie création du plan de maintenance, il y a la partie validation, puis la partie confirmation. Fait qu'on va passer à travers chacun des points qu'il y a ici, puis on va poser des questions dans la salle. Fait que Vince, si tu veux commencer à avancer, là. Première étape, subdiviser l'actif en structure hiérarchique. On va rentrer plus en détail. Là. Je vais passer les points rapidement, puis après ça, on rentre en détail dans chacun. Identifier les principaux modes de défaillance. Association des patrons de défaillance. Attribuer les principales tâches de maintenance. Effectuer les ateliers courts et efficaces. On ne parle plus de jours, là, on parle d'heures. Par la suite, création des fiches de maintenance. Confirmation en usine avec le technicien. Donc, pour nous, c'est ultra important qu'il y ait la première boucle de feedback. Ça, c'est-à-dire là, que chez notre client, on passe sur le terrain, on fait les ajustements de la fiche de maintenance, puis par la suite, on la rentre dans le GMAO pour qu'il y ait une première vie. Là. Puis, confirmation en usine avec technicien, ajustement, intégration dans le GMAO, comme je viens de discuter. Fait que la première étape, c'est subdiviser en structure hiérarchique. D'après vous, c'est quoi diviser en structure hiérarchique? Les sous-systèmes, voir les fonctions. On pourrait rentrer jusque dans les fonctions, mais nous autres, on va faire des fiches de maintenance, des plans d'entretien. Fait qu'on va faire
ensemble, sous-ensemble, composantes, pièces, puis jusqu'aux consommables, toutes les huiles, on va tout mapper au grand complet la machine. Puis pour nous, c'est important de mapper les consommables parce qu'en industrie, on le sait, la lubrification est pour beaucoup dans des bris. Donc, la mauvaise lubrification, peu importe sa sorte. Donc, voici un exemple de ce qu'on discutait. Ensemble, entraînement, sous-ensemble, réducteur de vitesse. Dans cet exemple-là, il y a un système de refroidissement. On a différents instrumentations dessus, puis le réducteur de vitesse avec son huile puis son dessicant. Et pour bien faire, au lieu d'utiliser un fichier Excel, on s'est designé un logiciel aussi là, pour être plus efficace. Donc, prochain point, identifier les principaux modes de défaillance. D'après vous, c'est quoi un mode de défaillance? Je m'approche vers ici. C'était bon tantôt. D'après moi, un mode de défaillance est un événement aléatoire qui se produit chez un équipement. Parfait. Donc, un mode de défaillance, la description, c'est la manière dont une défaillance se manifeste. Fait que, par exemple, si on est proche d'un convoyeur, s'il y a un tas de matériel par terre, ça pourrait être vu comme un mode de défaillance. C'est-à-dire, il n'est pas supposé d'avoir un tas de matériel par terre. Sinon, c'est les conditions spécifiques qui causent une défaillance. Fait qu'il y a ça peut être interprété de deux manières. Soit l'opérateur, comment il va détecter sa défaillance, ou soit le mécanicien ou un technicien qui va la détecter et faire sa défaillance. Fait que, Par la suite, on a l'association des patrons. Puis pourquoi que le patron il est important à associer à un mode de défaillance? Qui a déjà vu ça, les patrons de défaillance? Fred, as-tu déjà vu ça? Ça sert à quoi? Ouais, des fois, ça ressemble à ça. Parfait, parce que chacune des composantes dans un système va suivre un pattern. Puis ça, c'est les patterns qui ont été trouvés soit dans l'aviation avec Bloomberg aussi pour les bateaux. Fait que nous autres, on va dire cette composante-là, quel patron qu'elle suit, puis on va rattacher la bonne tâche de maintenance au patron de défaillance. Fait que le patron, il nous aide aussi à identifier c'est quoi la bonne fréquence. Tantôt, on avait cette question-là. Mode de défaillance, patron de défaillance, c'est quoi ma stratégie? Puis en fonction des deux premiers, on est capable de savoir est-ce qu'on devrait faire une fréquence vraiment rapide ou est-ce que, vu que c'est de l'usure puis on est capable de le voir venir, bien là, mettre des fréquences plus longues? D'après vous, c'est les principales tâches de maintenance. Il y en a combien de tâches de maintenance basées sur le RCM? Juste un chiffre de même. 10, 12, 20? C'est la maintenance Québec. 5? Il y en a juste 4 fondamentalement. Il y a la restauration systématique, il y a le remplacement systématique, détecter des défaillances potentielles, puis détecter des défaillances cachées. En gros, il y en a juste 4. Donc, la méthodologie, on arrive au point où c'est qu'on effectue les ateliers courts et efficaces, durée maximum de 4 heures. Ça, c'est-à-dire là, un équipement très complexe, par exemple un filtre presse, là, on croit qu'en 4 heures, on a passé à travers les modes de défaillance. Donc, participation des gens, validation des modes de défaillance, des tâches de maintenance, des stratégies. On adapte au mode opératoire. Ça, c'est le bout le plus important. Là. Souvent, on arrive chez des clients que, justement, tantôt, on en a parlé, on a modifié là, le mode opératoire. On n'est plus en train d'opérer à 100% de capacité. On est rendu à 60% de capacité. Bien là, on arrive sur des équipements, tabarouette, OK, il y en a de la moitié qui ne roulent plus d'équipements. Vous faites des maintenances là, à chaque semaine, justement.
opérationnels, électriques, mécaniques, à chaque semaine sont là, même 3 fois par semaine. Wow, OK. Là, on parle plus du même mode opératoire, là, donc c'est tout à réviser. Aussi, pourquoi qu'on dit 4 heures? Parce que nous autres, qu'est-ce qu'on a fait là, au lieu qu'on patche le mur bien raide de dessin puis qu'on implique les gens tout de suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout subdivisé chez Visory au complet. On a pris la machine, on l'a tout explosé. Selon notre expertise, on a tout sorti les modes de défaillance, les stratégies, puis les tactiques. Comme ça, quand on arrive en atelier avec le mécanicien, l'opérateur, l'électricien, on est déjà tout prêt avec lui pour faire toute la révision. Puis au préalable, on a fait le Voice of Employee. Ça veut dire là, qu'on l'a rencontré, qu'il nous explique sa machine, c'est quoi qui lui fait mal à lui. Puis après ça, on s'en va en chantier, on prend toutes des photos de son équipement. Comme ça, direct au début du projet, il y a eu la communication, le pourquoi. Puis après ça, on a fait Voice of Employee, on est allé en chantier. Quand on arrive, puis que son équipement il est déjà tout explosé, il sait où est-ce qu'on s'en va, puis il parle le même langage. Puis souvent aussi, ce qu'on remarque, là, c'est qu'il y a un certain approfondissement des connaissances des gens. Tu sais, ils se rendent compte, « Aïe, je ne savais même pas qu'elle marchait comme ça, ma machine. » C'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur une fiche de maintenance? Il y a beaucoup de points qu'on retrouve sur une fiche de maintenance. Pouvez-vous m'en nommer un? Le numéro d'équipement puis le nom de l'équipement. Oui, c'est un bon point. Puis vous, pouvez-vous me nommer ce qu'on trouve sur une fiche de maintenance? Non? Souvent, là, ce qu'on entend quand on parle avec des gens, hein, c'est « Ah, c'est juste une fiche de maintenance. » C'est pas juste une fiche de maintenance. Là. On est allé à l'Association minière du Québec il y a 2 semaines, puis on présentait on avait des cartables mobiles, des cartables fixes, puis le monde venait de voir, hein, c'est juste une fiche de maintenance. Mais tu sais, c'est pas juste une fiche de maintenance. Là. Ça sert à avoir un ordre précis à attaquer ses PM, à attaquer sa tâche. Parce que tu sais, il y a des ordres qui sont optimales. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a fait un SMED pour optimiser l'ordre. Après ça, on retrouve une procédure à laquelle l'exécuter, puis que ça soit sécuritaire aussi. Puis si on a des mesures à prendre, il faut que ça soit à telle étape pour avoir la bonne mesure. C'est sûr qu'on retrouve tout ce qui est santé, sécurité, outils, procédures, les torques à appliquer. Puis nous autres, on essaie d'éviter le pencil whip, là, parce qu'il y en a, c'est juste non conforme, puis tu as juste à faire ça. Nous autres, c'est conforme, non conforme, traçabilité dans SAB parce qu'on va marquer un numéro d'avis. Fait comme ça, le superviseur apprend la fiche, puis regarde, elle va faire « Ah, ben il a fait ses avis. Si elle a une question, elle peut y répondre avant la révision des avis le lendemain. » Donc, on va passer à travers les points rapides, là, mais tantôt, c'était un bon point d'avoir noté là, que le numéro d'équipement, etc. Santé, sécurité, outils, pièces nécessaires, images références, données techniques, outils spécialisés, photos et visuels, valeurs formatives, ultra important. Là. Si votre mécanicien, le meilleur mécanicien quitte en vacances, là, souvent dans des entreprises qu'on voit, là, c'est que on ne peut plus faire cette tâche-là. C'est faux avec une bonne procédure. Intégration des leçons apprises. Si, admettons, vous avez un bris, il y a une étude qui est faite. Tantôt, on entendait beaucoup là, mise à jour de PM suite à une analyse, mais des fois, c'est vrai qu'il faut la mettre dans PM. Donc, la PM devient à jour. Critères d'acceptation. Combien de taux d'usure j'ai le droit d'utiliser sur tel équipement? C'est quoi mon barème? C'est où que je deviens non conforme? C'est ultra important de ne pas laisser place à interprétation. Donc, action en cas de défaillance. On peut suggérer des actions. Appelez votre superviseur, créer un avis. Si c'est urgent, qu'est-ce que la personne faut qu'elle fasse? Y a-t-il des fois des plans de réaction chez des clients? Donc, conception anti-pencil whip, mon collègue vient d'en parler. Traçabilité dans le GMAO, on s'attend que la personne écrive son bon de travail. Ça nous prouve qu'il l'a créé, puis par la suite, on est capable de faire une traçabilité avec les avis suivants. T'sais, notre PM, comment on s'assure qu'elle est bonne? Oui, il faut détecter. Donc, c'est quoi notre méthode de détecter? Bien, valider que nos avis sont créés dans notre plan d'entretien. Section contrôle qualité, ultra important.
autant important dans une job que dans une PM. Mon contrôle qualité, là, il est-tu fait? Ma PM est bien complétée, j'ai tout validé mes points. C'est ça qu'on s'attend. Communication avec l'opération. Ça, c'est au début de la PM, je marque aller parler avec l'opération ou à regarder le pre-ops. Comme ça, on s'assure que catcher les 7 derniers jours ou aller parler avec l'opérateur pour connaître c'est quoi, lui, qu'est-ce qui fait mal ou qu'est-ce qui a fait mal dans la semaine. Puis dans le contrôle qualité aussi, à la fin, s'assurer de remplir, mettons, c'est comme dans les véhicules mobiles, on va remplir le pre-op, s'assurer qu'il y ait tous les fluides qui sont là. Parce que c'est déjà arrivé que la PM, elle sort, pouf, il n'y avait pas d'huile. Tu sais, des fois, il y a des fly-in, fly-out, le monde, ils vont rentrer, ils vont sortir, il y a des turnovers. Puis en même temps, pour les lessons learned puis les valeurs formatives, des fois, on fait des defect elimination. Qui fait des éliminations de défauts aussi? Personne. Quand on fait des éliminations de défauts, là, une bonne méthodologie pour pérenniser les acquis, là, c'est de retrouver ça dans la fiche de maintenance. Parce que c'est beau, on peut envoyer un courriel, on peut mettre une affiche sur le mur, mais la fiche de maintenance, ça va tout le temps continuer à se faire imprimer. Là. Puis surtout à bonne fréquence, pas trop souvent. Le gars, il prend son temps il va lire la PM. C'est une belle place pour mettre de l'information, ça. Ça, c'est un exemple de fiche de maintenance qu'on a créé pour un de nos clients. Puis le but, là, c'est vraiment d'avoir le minimum de mots possible. On réduit au maximum. On le sait que les gens n'aiment pas lire. On essaie de mettre des mots-clés en gras pour qu'en un seul regard, ils puissent savoir c'est quoi exactement qu'elle veut dire, cette ligne-là. C'est quoi qu'il doit faire? C'est-tu conforme, non conforme? C'est quoi ton numéro d'avis si c'est non conforme? Y a-tu du mesurable dessus, etc., etc.? Puis, exemple comme valeur informative, j'ai demandé peut-être à 30 mécaniciens c'était quoi la largeur d'un scraper sur un convoyeur. J'ai eu toutes sortes de réponses. J'entendais tout le temps la largeur de la courroie, moins 2 pouces ou 20 ou. Fait que j'ai mis la note, la largeur d'un scraper doit être la largeur du matériel. Pourquoi? Juste s'assurer que tu ne mets pas un scraper plus large, puis pour s'assurer aussi son usure uniforme. Fait que quand je mets des notes à valeur formative, c'est là que j'ai mis aussi. Là, on est très, très spécifique, mais c'est là la valeur aussi formative qu'on donne à nos gens de plancher. C'est via la fiche de maintenance. Donc, nous aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on marche la fiche de maintenance avec le mécanicien. On regarde si tout ce qu'on a dit de faire, ben, c'est faisable sur le plancher. Il n'y a rien de plus frustrant pour un mécanicien de dire « Ah, fais telle action, je ne suis même pas capable de la faire. » Juste par ma disposition, la manière que ma machine est conçue, etc., etc. Fait que si on a identifié que c'était un mode de défaillance, suite à ça, ça va être de discuter avec l'équipe. OK, mais ça, c'est quand même critique comme mode de défaillance. Ou quelle stratégie qu'on met en place pour pouvoir le détecter. Puis en même temps, quand on fait la première boucle de feedback, on encourage les gens à créer leurs avis. Parce que des fois, tu as beau avoir ton GMAO, si tu n'as pas de culture, processus, puis les gens manquent de formation, bien, quand on va faire la route avec, on ne fait pas juste parler de la route, on va parler du pourquoi de la création des avis, du processus de planification, processus d'ordonnancement. Comme ça l'éduque les gens en même temps. Donc, le résultat de tout ça, en s'appuyant sur une compréhension complète des équipements, structure hiérarchique, mode de défaillance, puis, bref, le résultat qu'on a amené, c'est l'élimination des tâches à faible valeur. Les doublons, on les a éliminés également. Révision des tâches en fonction des modes de défaillance. Répartiment des bonnes tâches au corps de métier. Ajustement des fréquences et des temps d'exécution. Souvent, là, on arrive à un plan d'entretien, c'est pas du tout le temps qui est écrit dessus. Des fois, là, il est écrit 8 heures, il se fait en 2 jours. Ça vous impacte, puis ça impacte également votre schedule compliance. Il faut le savoir, c'est quoi les vrais temps associés. Puis on essaye de faire des PM qui rentrent en 7 heures. Pourquoi 7 heures, moins les pauses? Donc, bref, renforcement de la maintenance conditionnelle, on en a parlé, là,
On vise beaucoup à aller de plus en plus vers le conditionnel. Un exemple tantôt d'un bearing là, qu'on parlait, oui, la vibration, mais aussi si on est capable de le prendre en amont, l'ultrason, si on est capable de faire un graissage à l'ultrason sur ce bearing-là, on va être même en mesure de savoir, oh, il y a un cognement, puis je ne le détecte même pas avec ma vibration. Toujours être le plus haut possible sur ma courbe PF. Développement des fiches de classe mondiale, comme on vient de vous montrer, puis surtout coaching, transfert des connaissances. Dans ces temps-ci, on parle souvent de couper, puis tout coûte plus cher. Tu sais. Et faut pas couper sur la maintenance, ça c'est certain. Il faut optimiser la maintenance. En éliminant les doublons, rapatriant au bon corps de métier, ça va aider énormément à diminuer ces coûts de maintenance à la bonne fréquence et avec le bon temps alloué. On voulait dire des remerciements à l'équipe qui nous a fait confiance. Puis un gros merci à Étienne Brisson, puis Johan qui est pas là malheureusement. Merci Étienne. Si vous le voyez, vous lui direz un beau salut. Donc, retour sur expérience, là, tout ce qu'on a discuté, les points qu'on jugeait qui étaient le plus important à retenir, c'est la perfection sur papier, ça ne vaut rien si on n'est pas capable de l'appliquer sur le plancher. Donc, l'analyse des modes de défaillance en amont des ateliers, on trouve que ça a une valeur ajoutée énorme. Les gens, ils ne perdent pas leur temps, ils sentent, OK, on va straight to the point, OK, c'est ça le mode de défaillance qu'on est en train de regarder. Voici la stratégie qu'on a établie. Êtes-vous d'accord? Oui, non, oui, bang, on passe au prochain. Non, on en discute, on l'ajuste, on passe au prochain. Beaucoup plus rapide. Réaliser des ateliers courts et efficaces, comme on vient de parler. Impliquer les gens qui aient le sens, montrer le pourquoi vous faites ça aux mécaniciens. Hey, on fait ça là, parce qu'on le voit que c'est un mode de défaillance qui vous impacte. Là. Puis quand on commence à parler avec les gens, souvent, là, ça va prendre. Vu que les gens ne sont pas souvent sentis écoutés, là, tu parles avec les mécanos, les opérateurs, des fois, ils peuvent se décharger sur nous, tu sais, émotionnellement. Puis moi, j'aime ça. Parce que pourquoi? Non, moi, j'appelle ça de l'amour. Pourquoi? Parce que là, le gars commence à se faire écouter. Fait que là, moi, peu importe comment le gars va parler, je vais comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Là, j'y vais une fois, 2 fois. Hey, après 3 fois, le gars, il commence à comprendre que tu es là pour lui. Là. Tu sais, ces émotions-là, il arrête, puis il commence à t'aider à 100%. Là. Fait que moi, ça ne me gêne pas. Je m'en vais dans un début de toolbox, je m'en vais rencontrer les gars en chantier, je les invite à mon bureau, prends un bon café, on rigole aussi. Fait qu'à un moment donné, là, c'est vraiment ton meilleur ami pour faire tes fiches de maintenance, revoir tes fréquences. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter à « Ah, ça a été dur la première rencontre. Ah, ça a été dur, moi j'arrête d'y aller. » Non, continue, tu vas voir, ça va être le fun. Exact. Puis tu sais, ça nous amène des super belles discussions avec les mécaniciens, électriciens, opérateurs. Souvent, là, on réalise, barouette, OK, c'est ça, mais regarde, il y a tel processus pour éviter ça, etc. En ce moment, tu es en train de pallier à d'autres problématiques dans d'autres processus. Il ne faut pas faire ça. La fiche de maintenance, ça a ses limites. Voici les limites de la fiche de maintenance, etc., etc. Donc, c'était tout. On fait un petit tirage, là, si vous voulez scanner ça puis mettre votre nom. On tire une petite bouteille d'alcool pour après le 5 à 7. Là. Fait que, Merci beaucoup. Quels sont vos commentaires puis quelles sont vos questions face à cette présentation-là? Tu perdras pas, tes vaches! Ben, on aime ça avoir du feedback. On est toujours en amélioration continue. Donc, si vous avez quoi que ce soit à nous dire, là, ici, devant tout le monde, ou plus tard, quand on va être au 5 à 7, ça va nous faire plaisir de vous entendre. On est un peu gênés. Fait que... Y a-t-il des questions? Oui. Très belle présentation. Merci. Beaucoup. J'ai été vraiment challengé quand vous avez présenté un atelier d'AMDEC que vous avez réussi à faire en 4 heures de temps. Donc, on peut te montrer comment. Oui. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que pendant ces 4 heures de temps-là, vous avez considéré le point RCS, Reliability Center Spare, l'analyse des pièces de rechange critiques de cet équipement-là en cas d'un bris majeur qui pourrait arriver? Merci.
On va parler de la gestion des contingences. Puis oui, on en prend compte. Dans le fond, là, ce qu'on fait, là, c'est qu'au début, on fait l'atelier. Puis on crée la valeur à l'atelier. Puis une fois qu'on a tout intégré ce savoir-là, là, on parlait mode opératoire, criticité des pièces, etc. Une fois qu'on a complété l'atelier, là, on le présente. C'est sûr que ça prend un certain temps faire l'atelier. On parle, là, dépendamment des équipements, s'ils sont simples ou complexes. Des fois, ça peut varier à 2 heures faire l'atelier jusqu'à 3 jours. Là, mais ça, c'est la préparation de l'atelier, là, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines là, en amont. Là. Exact. Mais pendant ce temps-là, le gars est sur le plancher là, puis il ranch. Exact. Nous autres, on ne va pas couper le gars pendant 1 semaine à préparer l'atelier. Là. Quand on arrive, on est déjà prêt. Là. Comment vous faites, par exemple, pendant ces 3 semaines-là ou bien ces 2 semaines de préparation pour avoir assez d'informations de cette personnalité experte-là qui maîtrise mieux l'équipement? Comment vous faites pour lui arracher ces informations-là, vu qu'il n'est pas totalement disponible? On le met dans une salle. Non, mais c'est une bonne question. Dans le fond, de la manière qu'on procède aussi, là, c'est qu'il n'y a pas juste ce mécanicien-là qui a le savoir. Là. Généralement, il y a des gens qui ont monté là, dans la structure hiérarchique de l'entreprise, puis ils ont aussi ce savoir-là. Fait qu'on est capable d'aller chercher l'information de plusieurs personnes. T'sais, nous, on est à temps plein là-dessus. Là. C'est pas comme si vous avez un fiabiliste là, qu'il faut qu'il fiabilise les équipements de toute l'usine, là, puis qu'en plus de ça, il y a ça à faire. Là. C'est pas du tout ça notre réalité. Nous, on arrive chez vous, on fait un blitz. Là. Fait qu'on va poser les questions qu'on a besoin de poser pour pouvoir intégrer toute l'information, puis par la suite, on fait l'atelier. Là. Puis comme je disais au début, on commence tout le temps par la voix de l'employé. On va l'écouter, sa perception de sa machine avec toutes les composantes, sa structure hiérarchique qu'il y a dans la tête, qu'est-ce qui fait mal. Fait qu'on commence tout le temps par ça. Puis après ça, on va en chantier. Fait que c'est la même chose que si ton équipement est neuf ou n'est pas neuf, ou si tu as de l'historique, tu n'as pas d'historique, tu as des documents, tu n'as pas de documents. On implique le gars. Puis toutes les structures, tout le monde à tous les niveaux, dans le fond. Merci à toi aussi, surtout avec tes belles questions. D'autres questions? Ben, merci. Vous avez été un public parfait. Merci à vous.